Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là aussi nombreux pour notre table ronde sur le lien entre les engagements, climat, biodiversité, inégalité, etc. Comment, en fait, l'entreprise, comment les organisations peuvent concilier leurs différents engagements en vue d'améliorer leur impact. Les défis sont multiples. Ils supposent une mobilisation forte à différents niveaux en vue d'atteindre les objectifs de développement durable dont l'horizon se rapproche. Nous sommes, comme le dit cette édition de ProDurable, à l'heure des choix, mais aussi plus que jamais à l'heure de l'action. L'été que nous venons de vivre a rendu encore plus tangible, encore plus perceptible les effets du réchauffement climatique qui sont documentés bien sûr depuis un certain nombre d'années par le GIEC. Les effets sont déjà là, on n'est plus dans des projections de scénarios futuristes. Parler climat, c'est aussi parler conséquences sociales, inégalités, parce que les effets sont liés, les effets sont en cascade. Les sujets sont complexes. Ils supposent des réponses spécifiques, adaptées, et aussi une connaissance fine des enjeux. Pour autant, avoir une vision uniquement technicienne, avec un fonctionnement en silo, sans penser les interrelations entre les sujets, risque de nous emmener véritablement droit dans le mur. Donc, comment réussir à sortir des silos? Comment être dans une véritable dynamique de réflexion et de mesure d'impact? Comment prendre en compte son impact, le mesurer, adapter son activité en fonction avec d'éventuels renoncements? C'était le sujet de table ronde d'hier. L'entreprise a longtemps été amenée à considérer les risques pour elle-même. Les risques, en fait, avec un exercice de matérialité bien connu des spécialistes de la RSE, mais conçu un peu comme un outil de pilotage des risques que l'extérieur fait courir à l'entreprise. Maintenant, il est bien plus attendu de l'entreprise qu'elle réfléchisse à son impact sur son écosystème. C'est la fameuse double matérialité à venir avec la directive européenne CSRD, la directive de soutenabilité. Mais comment se donner véritablement les moyens de mesurer son impact? Comment avoir une vraie vision systémique des enjeux, de ces risques, tout en ayant une approche spécifique, adaptée? Donc c'est le sujet de notre table ronde, qui réunit donc Antoine Doussin, directeur adjoint RSE, climat, biodiversité à la direction de l'engagement sociétal du groupe La Poste. Clémence Nutini, responsable développement durable à Nespresso France. Olivier Van den Bosch, chargé de mission à la direction des relations institutionnelles et en charge du suivi interne de la RSE à l'Office national des forêts. Niels Pedersen, délégué général du Pacte mondial Réseau France. Et Émilie Alberola, directrice Europe du Sud à EcoAct. Bienvenue à vous et je me réjouis de ce temps d'échange. Avant d'entrer dans le vif du sujet du lien entre les différents engagements, je voulais en fait vous inviter chacun à présenter un peu à grands traits brièvement la stratégie d'engagement de votre organisation et comment elle se structure. Peut-être commencer par Clémence, chez Nespresso France, peut-être nous donner quelques éléments. Vous êtes Nespresso France, dans un groupe à dimension internationale, bien sûr. Peut-être nous dire un peu comment vous structurez votre engagement. Merci, bonjour à tous. Ravie d'être là et de participer à cette table ronde aussi bien accompagnée. Du coup, effectivement, je suis responsable développement durable de Nespresso France. Alors, pour présenter Nespresso, vous connaissez peut-être le nom de mon entreprise. Avant tout, en fait, on est un torréfacteur de café. On représente, en fait, pour la petite histoire, pour vous expliquer, c'est un ingénieur suisse qui voulait absolument que sa femme italienne puisse avoir un bon café à la maison. Et en fait, c'est lui le créateur du système Nespresso. Ça, c'était il y a 35 ans. On n'est pas si vieux que ça, on a l'impression des fois, mais ce n'est pas le cas. Et en fait, depuis, effectivement, on s'est développé. On est effectivement une entreprise internationale. On est présent dans 81 pays à travers le monde. C'est à peu près 13 000 collaborateurs, Nespresso, 1200 en France.
Donc ça, c'est vraiment pour vous donner l'image globale de Nespresso. Et en fait, quand on parle stratégie d'engagement, pour nous, c'est quelque chose qui nous est cher et surtout, c'est cœur business. Parce que, tu l'as dit aussi dans ton introduction, on voit bien qu'il y a des conséquences au changement climatique. Et concernant notre ressource particulière, le café, en fait, ça fait longtemps que les experts nous disent que d'ici 2050, c'est 50% des terres propices à la culture de café qui vont disparaître. Donc on imagine bien que sur notre secteur d'activité, on a un réel enjeu. Et donc ça, on l'a vraiment pris en compte dès la création de Nespresso et on a dû mettre en place des plans d'action, justement des concertations avec l'ensemble des parties prenantes et l'ensemble du secteur à toutes les étapes pour pouvoir vraiment travailler sur la préservation des écosystèmes, de la biodiversité. Et quelque chose que tu as dit aussi et qui est extrêmement important pour nous, c'est la préservation des hommes et des femmes qui cultivent le café, qui fait partie vraiment intégrante de notre stratégie. Donc nous, on a un business qui est dépendant de nos engagements. Et donc, c'est à notre sens aussi pour ça que ça peut être pérenne. Et donc, peut-être pour vous donner, et pour finir là-dessus, pour vous donner les grandes lignes de notre stratégie, en fait, on va agir sur 3 pans et 3 piliers majeurs chez nous. D'abord, le climat. Donc, je l'ai dit, hein, on est forcément hyper impacté par tout ça. Et donc, on a des plans de réduction de nos émissions de GES, bien sûr, sur une trajectoire net zéro. On a déjà réduit l'empreinte carbone d'une tasse de café de 24%. Donc, c'est des efforts qu'on met en place en continu. Le deuxième pilier, c'est l'économie circulaire. Donc là aussi, j'espère que vous savez dans la salle que les capsules sont recyclables, les capsules en aluminium. Donc on a beaucoup investi à travers le monde, pour le coup, pour mettre en place des filières de recyclage, mais pas que. On travaille aussi sur le recyclage des machines, etc. Et puis le dernier pilier, c'est les communautés, parce que sans elles, on ne fait rien. Et donc là, on agit vraiment très concrètement pour améliorer les conditions de vie, notamment des caféculteurs. Donc ça va par de l'accompagnement, de la formation sur le terrain, à aussi 95% du café qu'on achète l'est à un prix supérieur ou égal au seuil minimum Fairtrade. Donc en fait, c'est vraiment tous ces engagements-là qui ont été mis en place depuis très longtemps, pour lesquels on a des résultats, qui ont été reconnus d'ailleurs dernièrement par Bicorp. Là aussi, c'était un petit challenge parce que ça a été c'est une certif au niveau mondial qu'on a obtenu. Mais du coup, ça traduit effectivement cet engagement qui doit être pour nous cœur business et qui doit toucher tous les pans du développement durable. Merci beaucoup Clémence. Je vais donner maintenant la parole à Antoine Doussin de La Poste, entreprise que tout le monde connaît bien sûr. Mais peut-être pouvez-vous nous dire un mot sur la stratégie d'engagement du groupe La Poste, avec peut-être un mot sur le fait qu'est-ce qu'apporte le fait d'être société à mission par rapport à cet engagement. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. En préparant cette petite intervention, je me suis dit mais comment je vais présenter de manière un peu originale le groupe que tout le monde connaît et finalement que tout le monde ne connaît pas vraiment. Je vais le prendre par le prisme du sujet de notre débat d'aujourd'hui, les silos. En fait, en tout cas pour une fonction RSE que je représente, c'est un sujet quotidien, les silos dans un groupe complexe comme le nôtre. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que pour aborder les silos par enjeu, RSE, il faut comprendre ce qui se joue sur les autres silos. Et le premier d'entre eux, c'est finalement le développement de notre entreprise, de vos entreprises, par rapport au développement de notre environnement, ou en tout cas de la protection de notre environnement. Donc on a déjà un dilemme, un silo à rapprocher. Au quotidien, c'est le rapprochement d'un couloir de nage qui est la performance financière et puis d'un autre couloir de nage qui est la performance extra-financière. Et donc on y travaille. Ça me faisait penser finalement aussi au silo entre fonctions dans les entreprises. Et pour l'illustrer, et un enjeu pour nous majeur, c'est de réussir à rapprocher nos enjeux RSE du market. Voilà, alors je suis un peu rapide, mais en tout cas, dans les années à venir, c'est vraiment le sujet qui nous intéresse et qui, pour nous, devrait faire progresser la RSE au sein de notre entreprise. C'est le silo de la spécialisation. Vous disiez, les enjeux RSE deviennent de plus en plus complexes. Il faut se spécialiser. Mais il ne faut pas oublier les interdépendances. Donc, comment on spécialise une fonction RSE mais comment on n'oublie pas les interdépendances dans les causes et les conséquences.
Rajoutez à ça le fait que le groupe La Poste se veut un groupe de multiservices international. On a plusieurs activités. Alors c'est un avantage et un inconvénient. Un avantage, c'est qu'on résiste aux crises. Quand le taux bancaire s'écroule, on a d'autres activités qui prennent le relais. Quand le courrier s'écroule, quand la fréquentation des bureaux de poste, parce que nouveaux modes de consommation s'écroulent. Voilà, donc on a un modèle résilient parce qu'on est multi-activité, mais en même temps on a multi-activité, donc on a des couleurs de nage, on a des silos, on a l'activité bancaire, colis, le retail avec nos bureaux de poste, le numérique, la téléphonie, les services à la personne, enfin voilà. Au sein même de ces activités, on structure, on spécialise. La banque, c'est la banque de détail, la banque d'investissement, c'est l'activité assurance. Le colis, c'est des marques comme Colissimo, DPD, Chronopost, Pickup, Urbi, Stuart. Enfin, vous voyez le sujet, quoi. Et dans chacune de ces marques, vous retrouvez nos fonctions de tout à l'heure. La RH, la com, le machin, le bidule. Je rajoute avec plaisir le niveau supra, qui est qu'on a un actionnaire. Alors, on est super content parce qu'il est très très exigeant sur ces sujets-là, c'est la Caisse des dépôts et consignations, mais quand il nous pilote par secteur, c'est la banque, c'est l'assurance, c'est ses participations opérationnelles, et puis il nous pilote par enjeu. Enfin, il y a des commissions climat, des commissions machin, des commissions bidule, ce qui est absolument légitime. Et puis le niveau d'embauche, je vous en ai parlé, c'est la dimension fonction dans chacune des marques et des activités. Voilà, je vous dresse cette vue un peu hélicoptère de la complexité d'un groupe comme le nôtre, mais de groupes comme ceux de mes collègues. Et effectivement, on en parlera peut-être un peu plus tout à l'heure, une des réponses à cette recherche de sens commun de nos 240 000 collaborateurs, c'est effectivement l'inscription dans nos statuts d'une raison d'être par la voie du statut d'entreprise à mission qui effectivement fédère et permet en tout cas au niveau macro de partager une même ambition. Voilà. Merci beaucoup, on y reviendra. Je vais maintenant donner la parole à mon voisin de droite de l'Office national des forêts, Olivier Van den Bosch. Alors, on imagine à peu près que l'ONF s'occupe des forêts. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur les engagements RSE plus généraux? Comment ça s'organise chez vous? Merci, bonjour à tous. L'ONF a une stratégie RSE depuis assez récemment, depuis mars 2022. Et en même temps, l'ONF fait de la RSE depuis toujours et le fait quotidiennement. Je vais l'expliquer, je vais passer par quelques chiffres pour situer d'où on parle. L'ONF, c'est un EPIC, un établissement public à caractère industriel et commercial, qui compte 8200 collaborateurs sur 11 directions territoriales, donc sur tout le territoire France métropole outre-mer. Et la forêt publique, la forêt française qui compte 25 millions d'hectares, métropole outre-mer, l'ONF en gère 11 millions d'hectares de forêt publique, collectivité donc, et forêt domaniale, dont 4,6 millions en métropole et le reste en outre-mer. Donc voilà, c'est des chiffres importants pour rappeler que l'ONF a un groupe, un scope et surtout un territoire géographique important. Il y a eu d'abord donc sur les mécanismes de mise en œuvre, d'abord une raison d'être qui a été formulée en 2021, qui a été suivie ensuite, c'était le socle, qui a été suivi ensuite par une stratégie RSE donc qui a été présentée en 2022. Donc on n'en est peut-être pas au même stade que d'autres en termes de problématiques RSE. Et l'ONF cherche à avoir un impact positif sur les écosystèmes à travers son action quotidienne de gestion et surveillance des forêts publiques, les missions d'intérêt général de protection de biodiversité, prévention des feux de forêt, dont on entend beaucoup parler, la surveillance des forêts à l'outre-mer, la prévention des risques naturels, la protection des zones côtières même, ou la restauration des terrains de montagne. Voilà. Tout ça pour dire la RSE, elle matérialise la responsabilité sociétale environnementale de l'ONF et en même temps, c'est ça qui est assez intéressant, en même temps, sur 11 territoires, sur tout le territoire français, outre-mer et métropole, eh bien, il y a énormément il y a un parc automobile qui est impliqué, il y a un parc immobilier qui est impliqué parce qu'il faut être visible
être présent et être vu sur tout le territoire. Et donc, on ne peut pas s'exonérer non plus d'une réflexion totale. Et sur la stratégie RSE, là, pour le coup, elle porte donc sur 4 ans, pour l'instant, vu qu'elle est nouvelle. Elle compte entre 85 et 100 actions, selon si on regarde si c'est des actions ou des sous-actions, selon 5 axes du référentiel ISO 26000 que vous devez connaître, donc qui structure le développement durable. Des actions plutôt sociales en faveur du personnel, égalité, handicap, discrimination, sensibilisation. Des actions plutôt sociétales, donc le lien avec les parties prenantes, je pense qu'on va peut-être y revenir. Et, des actions environnementales, donc ce qu'on fait au quotidien pour la biodiversité. Des actions sur notre fonctionnement en tant qu'entreprise, notre impact biodiversité, carbone, social qu'on peut avoir. Et sociétal. Ça signe la fin de cette prise de 3 parole. minutes, voilà, c'est bon. Mais j'en ai fini. Parfait. Merci beaucoup Olivier. Je vais maintenant passer la parole à Émilie Alberola d'EcoAct pour se plier à ce même exercice de présentation un peu générale de votre organisation. Vous êtes dans un cabinet très, très connu des acteurs, mais peut-être redire un mot sur votre périmètre. Et voilà. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Oui, donc tout à l'heure, tu disais en introduction, c'est l'heure des choix et l'heure de l'action. Effectivement, EcoAct est dans l'action depuis maintenant près de 17 ans, depuis 2005. Notre métier, en fait, c'est d'engager les organisations publiques, privées, à s'engager à avoir plus d'impact, à réduire leur impact, mais aussi à considérer l'impact du changement climatique, de l'évolution des écosystèmes naturels aussi. On parle de la biodiversité, évidemment. Ça, c'est notre métier, effectivement, en tant que cabinet de conseil, d'accompagner sur ce volet de la stratégie. Donc, les entreprises se doivent de mesurer leurs impacts, l'empreinte carbone, mais on parle aussi d'empreinte biodiversité, de se donner une ambition pour réduire leur impact sur le climat. Et puis, il y a tout le volet aussi résilience, adaptation, qui est vraiment un élément clé de l'engagement des organisations pour pouvoir aussi intégrer l'impact à venir. Enfin, c'est ce que vous mentionnez tout à l'heure sur Nespresso aussi. Le climat va avoir des impacts, comme vous le savez, et donc il faut aussi adapter l'ensemble du business des entreprises, des chaînes d'approvisionnement et prendre les bonnes décisions dès aujourd'hui au regard des informations, des analyses en matière de risque qu'on peut mener dès aujourd'hui. Notre engagement aussi auprès des organisations, il se fait sur le volet du développement de projets en matière de séquestration du carbone. On est opérateur sur ce marché du développement de projets. On a un portefeuille de projets également sur la séquestration et la compensation. On accompagne les entreprises aussi à prendre la responsabilité de l'impact qu'elles n'arrivent pas à réduire en matière de réduction d'émissions. Sur cette partie-là. Donc stratégie, compensation, séquestration. Et puis de plus en plus, on est à l'heure des choix, on est dans la transformation et aujourd'hui on s'engage auprès des entreprises aussi à faire les bons choix dans cette transformation de leurs activités. Avec de multiples leviers à analyser, à actionner. On mesure la complexité de l'exercice avec vos premiers témoignages. C'est vraiment un challenge assez important et très motivant en tout cas. Et puis, j'ai envie de dire que les forces vives d'EcoAct témoignent aussi de notre engagement et du challenge qu'on a à engager davantage nos clients, parce qu'on a une équipe très riche en compétences. Voilà, on a des docteurs en climat, des docteurs en économie de la biodiversité, des ingénieurs, des économistes, des juristes, de multiples compétences nécessaires pour vraiment opérer à cette transformation, à cet accompagnement sur la stratégie de transition climatique et écologique. Et on a surtout une équipe très, très motivée, engagée individuellement, qui fait qu'aussi EcoAct, en tant que cabinet de conseil, est engagé en tant qu'organisation aussi. On œuvre avec une feuille de route sur la partie RSE, avec des engagements évidemment sur le climat. On mesure nos émissions, on les réduit, on a un plan d'engagement et puis on les compense. Et puis au-delà du climat, sur d'autres sujets, développement durable, notamment aussi avec nos projets dans des pays en développement. On a des partenariats en France et à l'étranger sur ces thématiques pour intégrer davantage la dimension sociale. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Émilie. Je vais donner maintenant la parole pour finir ce premier point un peu de présentation à mon voisin de gauche, donc Niels Pedersen, délégué général du Pacte mondial Réseau France. Peut-être, Niels, tu peux nous dire en quoi ça consiste
le pacte mondial, en quoi ça consiste d'être membre aussi du pacte mondial. Alors, 2 mots effectivement à quoi ça consiste et en quoi ça engage, parce que ça engage et ça responsabilise. Un mot, alors le pacte mondial, c'est le pacte mondial des Nations Unies, donc c'est comme son nom l'indique, une initiative des Nations Unies portée par les Nations Unies. On n'est pas un département, on est une initiative. Ça paraît assez commun par rapport à notre discussion aujourd'hui, mais il y a plus de 20 ans, en 1999, Kofi Annan voulait donner un visage humain à la mondialisation. Alors là aussi, qu'est-ce que ça veut dire, un visage humain? C'est de dire finalement, certes, les États, puisque les Nations Unies sont une organisation d'États, et non avant tout, les États ont des responsabilités, évidemment, dans la mise en œuvre des textes fondamentaux des Nations Unies, mais les entreprises aussi ont des responsabilités colossales dans la mise en œuvre des textes fondamentaux des Nations Unies. Et donc cette initiative portée par Kofi Annan, c'est de dire, voilà, en tant qu'entreprise d'abord multinationale, parce qu'en 2000, ce sont d'abord des entreprises multinationales, vous devez respecter ces principes fondamentaux à l'intérieur de l'entreprise, mais évidemment sur l'ensemble des territoires et des communautés, dans l'approche anglo-saxonne des communautés avec laquelle vous travaillez. Ce qui fait que le pacte mondial donne à la fois une connaissance, un socle de connaissances important sur les enjeux, et je viendrai dans un petit instant. C'est une mobilisation, mais c'est aussi un appel à l'action. Et c'est vraiment ce triptyque-là qui est important, puisque sur les connaissances, on est sur les 10 principes du pacte mondial des Nations Unies autour des droits de l'homme, des normes internationales du travail, de l'environnement et de l'anticorruption, qui eux-mêmes se reposent évidemment sur les textes des différentes agences des Nations Unies. Mais depuis évidemment 2015, l'agenda 2030, avec les 17 objectifs de développement durable, et on est en plein dans la question du silo. C'est donc l'idée de se dire, on doit respecter 10 principes fondamentaux, c'est le plancher, on ne doit pas aller en dessous, et on a une trajectoire qui sont les 17 objectifs de développement durable. La question, c'est comment on fait pour, évidemment, mettre en œuvre les 17 objectifs de développement durable. Et donc, c'est là où le pacte mondial vient proposer des outils au niveau, alors j'aime pas ce mot global, mais ça veut dire ce que ça veut dire dans à la fois la globalisation et l'aspect global. Donc, à la fois des outils qui concernent l'ensemble des entreprises à l'échelle mondiale, puisqu'il y a aujourd'hui 17 000 entreprises à l'échelle mondiale et 3 000 organisations en but non lucratif, qui se répartissent sur 70 réseaux locaux, dont la France est d'ailleurs le deuxième en termes d'entreprises engagées en France, puisque le réseau français compte plus de 1700 membres engagés dans cette initiative. Et donc c'est important parce que, évidemment, on parle beaucoup d'impact, de stratégie collective, mais la question c'est comment on fait, et comment on fait aussi, et je l'emploie à dessein, sur des questions aussi de valeur. Les droits de l'homme, tout le monde, je connais aucune entreprise qui est contre les droits de l'homme. Maintenant, comment on fait? Comment on fait sur un territoire où on n'a pas forcément la même définition des droits de l'homme, de l'égalité homme-femme, de l'égalité tout court. Les questions environnementales aussi, on le voit sur le Brésil, voilà, c'est compliqué, l'approche aux communautés aussi autochtones et locales. Et donc c'est un espace de définition, et on voit aussi que les définitions aujourd'hui sont parfois très relatives, d'actions, d'outils, et donc on offre au niveau du siège et de la France des outils pour que les entreprises puissent non seulement accepter mettre en œuvre leurs responsabilités, mais aussi dans une démarche de transparence. Et ça, c'est important puisque c'est une démarche volontaire, ce n'est pas une norme, ce n'est pas un label, c'est une démarche volontaire de la part de l'entreprise qui, chaque année, va communiquer sur les progrès mis en œuvre. Et ça, c'est aussi important de se dire, et on est en plein dans le sujet, on n'a pas les réponses à tout, on sait où on veut, mais c'est compliqué pour plein de raisons, on va rentrer un instant, mais on vous dit pourquoi, on vous dit où on en est aujourd'hui, et c'est pas de l'ESG, parce que l'ESG c'est vraiment un instant T, on vous dit voilà, aujourd'hui on vous donne telle note, là on dit voilà, dans quoi je m'embarque collectivement, et ça c'est vraiment aussi important, parce que c'est vraiment une démarche collective. Merci beaucoup Nils, merci à tous pour cette premier temps de présentation. On va maintenant rentrer un peu dans le vif du sujet, même si vous avez commencé largement à parler des liens, en fait, des ponts entre les différents engagements, du fait de comment on dépasse les silos. Quand on parle climat, biodiversité, relations, conditions de travail, inclusion, les sujets revêtent une certaine technicité. Ce n'est pas les mêmes équipes qui sont en charge de ces sujets. Tout le monde n'a pas vocation, bien sûr, à être spécialiste de tout. Ma question, c'est comment on fait pour se parler entre différents départements qui n'ont pas les mêmes spécialisations, pas forcément le même rapport au temps, les mêmes formations, les mêmes références, les mêmes interlocuteurs externes également.
Peut-être commencer par Clémence, chez Nespresso France. Comment vous procédez compte tenu de votre dimension internationale, et peut-être nous dire aussi comment vous dialoguez avec vos parties prenantes externes, c'est-à-dire à la fois comment s'articule ce dialogue entre vos directions internes et sur, voilà, avec ce dialogue avec la consultation extérieure. Oui, alors déjà pour nous, le dialogue parties prenantes, l'écoute de nos parties prenantes, c'est fondamental. Parce qu'on a cette culture chez Nespresso de se remettre en question, d'être toujours dans cette perspective d'amélioration continue. C'est pour ça qu'on est Bicorp, c'est pour ça qu'on est triple ISO. Enfin, on est vraiment dans cette démarche-là. Et donc l'écoute des parties prenantes, elle est pour nous essentielle. Ça se traduit aussi à plusieurs niveaux. On n'en parle pas beaucoup, mais nous, une de nos parties prenantes les plus importantes, ce sont nos clients. Et donc, on est aussi dans cette écoute vraiment au quotidien. Et en fait, toutes ces remontées sont ensuite intégrées à nos réflexions et à nos décisions stratégiques. Donc, et ça dans tous les pays. Donc, c'est vrai qu'on a ces remontées aussi de ce qui se passe en local. On n'a pas les mêmes problématiques partout. Après, en interne, on a effectivement beaucoup d'instances de gouvernance qui nous permettent de dialoguer ensemble. Et puis, on a un exemple aussi qui est intéressant chez nous, c'est au niveau international. On a une instance de gouvernance qui est un comité de parties prenantes, où là, on va travailler avec des parties prenantes, notamment des ONG, Rainforest Alliance, Fairtrade, avec qui on travaille énormément sur le terrain, d'autres parties prenantes comme Pure Projet, avec qui on travaille sur l'agroforesterie. Certaines inattendues, comme Georges Clooney. Alors, souvent, ça fait sourire, mais Georges Clooney est quelqu'un qui est extrêmement engagé personnellement sur les questions de développement durable et il nous pousse vraiment, il nous challenge beaucoup sur notre stratégie. Et donc, on a vraiment cette vision très macro sur notre stratégie long terme, avec cette vision des parties prenantes qui ont un ancrage au niveau du terrain hyper important. Pour vous matérialiser, peut-être un exemple qui pour moi est un modèle vraiment de démarche intégrée, de dialogue parties prenantes, qui est assez extraordinaire chez nous. Et je le dis d'autant plus que je ne suis malheureusement pas à l'origine de ce programme, mais c'est notre programme Reviving Origin, qui a pour vocation en fait, de réinstaller la culture de café là où elle avait quasiment disparu pour des raisons malheureusement climatiques. Il peut y avoir des catastrophes climatiques comme des ouragans, pour des raisons politiques, avec des conflits dans certains pays. Et en fait, on a, nous, la conviction que le café, notre secteur, peut avoir vraiment une action stabilisatrice sur ces régions-là. Et donc, ce programme-là, il a commencé au Sud-Soudan, sous l'impulsion de Georges Clooney. Vous le savez, il est très engagé sur la région. Et donc, c'était aussi une région très propice à la culture de café de très haute qualité. Et donc, on a travaillé sur la mise en place de ce programme-là pour refaire vivre cette culture. Et puis, on a développé ça dans d'autres pays. Et je voulais partager avec vous un exemple qui est assez fou pour moi. C'est un des derniers qu'on a développé, c'est au Congo. Donc là, je vous amène sur les bords du lac Kivu, qui est une région magnifique, et peut-être un jour j'aurai la chance d'y aller. Mais sur cette région-là, nous, on travaille vraiment avec les parties prenantes locales qui ont un ancrage territorial, qui connaissent les enjeux locaux. Donc nous, on apporte notre expertise au niveau de la culture de café, des terroirs qui sont propices au café de haute qualité, et on s'associe avec toutes ces parties prenantes qui vont nous aider à vraiment implanter de façon pérenne et durable justement ce business. Et donc en apportant justement une activité avec le café, on améliore les conditions de vie. Et au Congo, on est allé vraiment plus loin parce que en local, il y avait des enjeux très très forts d'accès à l'eau et aux soins. Donc c'est des choses qui nous semblent des fois loin, nous, ici. Mais dans ce type de pays, c'est vraiment des enjeux qui sont hyper importants. Et là, on s'est associé avec une association qui s'appelle ASILI, qui fait partie de l'Eastern Congo Initiative. Et on a pu contribuer à la mise en place de maisons de santé et d'accès à des puits d'eau potable qui sont gérés par les populations locales. Et donc là, il y a 80 000 personnes qui ont accès à l'eau et aux soins maintenant dans ce pays. Et donc, en fait, si on regarde vraiment comment on arrive à lier, donc c'est vraiment l'objet de cette table ronde, c'est que comment aussi une entreprise privée peut fédérer tous ces enjeux-là et vraiment développer une activité de façon pérenne, parce que nous, c'est ce qui nous intéresse, c'est vraiment
d'accompagner les populations pour qu'il y ait des activités et du coup une stabilisation de la région de façon pérenne. Donc voilà, j'avais vraiment à cœur de vous partager cet exemple qui pour moi est pile poil dans notre table ronde. Merci beaucoup Clémence. Je voulais en fait poser la question à Olivier de l'ONF. On vous attend bien sûr sur les sujets environnementaux. Peut-être comment s'équilibrent les engagements sociaux, sachant que, à ma connaissance, vous n'avez pas de Georges Clooney qui fédère les différents pôles. Alors, on n'a pas Georges Clooney, mais c'est vrai qu'il y a une activité de mécénat avec des entreprises et avec des partenaires, des personnalités artistiques qui portent la voix de l'ONF aussi. Je ne saurais pas les citer, mais je crois que Fabrice Hibert, enfin en tout cas le stand ONF en parle. Je rappelle aussi qu'il y a un atelier ONF cet après-midi à 14h30 en salle 252A, voilà pour la publicité. Pour un petit retour d'expérience, là, comme c'est récent, en coordination en interne, une spécificité à l'ONF, c'est qu'il n'y a pas de département RSE spécifique. Donc, la coordination qu'on fait, elle empêche un silotage des activités. On a repris un comité de pilotage qui reprend toutes les directions centrales, donc le siège, et des représentants des agences et des territoires. Une autre spécificité peut-être, c'est qu'il y a énormément de stratégies à l'ONF, donc ça permet d'articuler, de donner de la cohérence et de la consistance à ce qu'on fait. Le directeur général à l'époque a décidé de faire passer l'évaluation et l'état des lieux chaque année, même plusieurs fois par an, en conseil d'administration de la stratégie RSE, donc pour voir où on en est, comment avancer, et puis pour se donner les moyens d'avancer pour soulever chaque problème et trouver des solutions. Et sur la discussion avec les parties prenantes, là je reviens un petit peu sur ce que tu disais, en externe donc, le fait que le conseil d'administration soit l'organe d'évaluation de la stratégie RSE, ça nous permet de présenter devant les partenaires extérieurs qui sont membres du conseil, donc les chasseurs, les propriétaires des forêts, les organisations sociales également, les ONG, et les industriels aussi, donc vraiment tout le panel autour de la forêt. Ça a été présenté auprès des représentants du personnel, auprès du conseil scientifique, comité scientifique de l'ONF, et on a à cœur d'établir des ponts avec la recherche. On sait quelque chose peut-être en plus qui n'était pas forcément demandé. On avait suivi les différents ODD aussi, là je rebondis, les 17 ODD dans la constitution de la stratégie. Et il y a des actions sur une implication améliorée des parties prenantes, donc une meilleure écoute, satisfaction client, une meilleure écoute du public, un meilleur accueil du public. On a essayé de cocher toutes les cases. Et la question sociale, donc en plus de l'environnemental, on répète souvent RSE, c'est environnemental, même autrefois c'était juste entreprise, je crois. Le E d'environnemental, ça ne nous exonère pas de regarder la question sociale. Et là, je le disais tout à l'heure, l'axe 1 est avec énormément de mesures sur le personnel. Et je pense qu'il y a une équivalence en termes de poids dans la stratégie RSE entre l'environnemental et le social. Merci voilà. Beaucoup. Merci beaucoup Olivier. Je vais maintenant donner la parole à Antoine Doussin de La Poste. Vous avez commencé à nous parler un peu de la complexité du groupe et donc voilà, comment vous faites concrètement au quotidien? Est-ce que pour lier et fédérer autour des différents engagements, et est-ce que, alors c'est une histoire récente, le fait d'être passé société à mission, mais est-ce que vous pensez que c'est une façon de se prémunir contre une approche en silo? Alors oui, indéniablement. Et on a eu des grands rendez-vous comme ça. Le rendez-vous majeur, c'était 2004, la signature du pacte mondial par le groupe. Et c'est effectivement des occasions majeures pour partager, rassembler, donner du sens. Donc en 2021, on est devenu entreprise à mission avec une raison d'être et surtout des objectifs d'inclusion sociale, de développement territorial, de numérique responsable. Et puis de transition écologique. Donc voilà, tout ça lie un ensemble. L'illustration, c'est le comité de suivi de mission, donc c'est 17 personnalités, dont 50% extérieurs, en interne qui représentent les salariés, qui représentent les clients, les élus, en externe qui peut représenter... Enfin, on a des géographes, des politiciens, enfin de la science politique, de l'économie. Donc on a effectivement une variété, une diversité de personnalités qui nous challenge.
La meilleure preuve, c'est que le premier comité de suivi de mission qui a eu lieu après le changement de statut, la première chose qui nous a été dite, c'est que vous êtes a priori pas mal sur le climat, biodiversité, enfin climat et ressources, vos deux axes majeurs, mais la biodiversité, vous êtes super léger. Donc il faut monter en puissance. Et donc depuis un an, c'est un axe sur lequel on monte en puissance. Donc c'est l'illustration qu'effectivement ça peut nous challenger. Au-delà peut-être de cet outil, hein, de ce rendez-vous qu'est l'entreprise à mission, peut-être une aparté. Au départ, moi, je pensais que ça concernait que les grands groupes. Voilà. Et puis cet été, j'étais surpris. Alors, je vais vous parler de ma vie personnelle. Mais à un bar de plage, je rencontre la fille d'une amie, 25-30 ans, une enfant, mais qui bossait dans une boîte de com à Lille, 10-20 personnes, et ils étaient passés entreprise à mission. Voilà. Donc, a priori, c'est accessible. Et elle avait un sens. A priori, ça avait donné un sens fou à cette activité. Peut-être pour prolonger. Je profite de garder le micro quelques minutes. Il y a d'autres rendez-vous qui, à mon sens, ou d'autres leviers pour casser ces silos dont on parle. Le premier, c'est sur l'organisation et peut-être essayer d'avoir une organisation raisonnée sur la spécialisation. Je prends mon cas. On a demandé au groupe de travailler sur la biodiversité. Moi, je travaille sur le climat. Eh ben, on m'a dit, toi, tu travailles sur le climat, tu vas travailler j'ai proposé de travailler aussi sur la bio. Et donc, ça nous permet quand même, sur nos projets de compensation, de réfléchir aux co-bénéfices, sur nos réflexions sur la transition biogaz pour le transport, de faire gaffe et d'intégrer le ZAN 2050 quand on commence à aller sur des solutions. Voilà, donc il y a une organisation raisonnée à avoir. Il y a des moments clés dans l'entreprise. On a lancé là un Sustainable Bond en 2022. On l'avait fait en 2018 sur un Green Bond, uniquement vert, pour financer nos actifs pour la décarbonation de notre flotte, de nos immeubles. C'était 500 millions en 2022. On a levé 1,2 milliard. Là, c'était début de semaine, face aux investisseurs. C'est un Sustainable Bond, c'est-à-dire c'est 2 tiers de vert, 1 tiers de social. Voilà, donc c'est pareil, c'est un rendez-vous majeur pour nous parce qu'on arrive à mixer un peu cet ensemble. Et puis peut-être un dernier signal extérieur, parce qu'il faut être positif, le moment des réponses aux agences extra-financières, parce qu'on n'est pas coté, mais on se finance par la dette, donc on s'adresse au marché. C'est un moment super intéressant parce que vous mettez tout le monde autour de la table pour répondre aux agences sur l'ensemble du 360 degrés des sujets. Et dernier sujet, même les agences hyper spécialisées comme le CDP, c'est du carbone, c'est du climat, pour la première fois cette année dans leur programme, ils ont un chapitre biodiversité. C'est pas noté, mais on connaît le CDP, l'année prochaine, ça participera à la notation. Donc voilà, les choses aussi bougent en termes de signaux externes. Merci beaucoup pour ce témoignage qui me fait penser à une question que j'avais envie de vous poser sur la compliance. Vous avez parlé des agences extra-financières. Voilà, vous n'êtes pas tous, vous représentez pas tous des grands groupes et donc pas soumis aux mêmes obligations, etc. Donc on est bien d'accord que voilà, certaines obligations concernent certains types de sociétés. Mais il y a un certain nombre d'attendus, un certain nombre d'obligations réglementaires. Que ce soit, on en a parlé en matière de prévention de la corruption, en matière de mise en place de plans de prévention des risques d'atteinte grave aux droits humains, à la santé-sécurité, à l'environnement, je pense aux devoirs de vigilance, toutes les obligations en matière de publication d'informations extra-financières qui va s'appeler donc reporting de soutenabilité. Je me demandais dans quelle mesure cette mise en conformité ou ce que Geneviève Perron appelait dans sa keynote d'introduction être un peu dans le damage control, en fait, laisse de la place au dialogue, laisse de la place à justement une approche qui ne serait pas strictement par spécialité pour être en conformité. Émilie Alberola, vous pouvez nous dire un mot justement de votre point de vue en tant qu'organisation qui accompagne un certain nombre de sociétés, comment on dépasse un peu cette difficulté d'être simplement dans la conformité? Est-ce que la conformité est un frein justement au dialogue et à une vision systémique ou est-ce que c'est un outil? Comment ça se passe pour vous?
Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous, depuis 15 ans, on accompagne des entreprises qui n'ont pas attendu justement de se mettre en conformité. Et donc, c'est intéressant de voir que les entreprises qui ont été pionnières, alors je vais parler en priorité du climat, mais aujourd'hui, même sur la biodiversité, sont prêtes à répondre à des réglementations naissantes ou qui vont, en tout cas, qui sont sur l'agenda et qui vont émerger au niveau européen d'ici peu. Donc on accompagne, nous, des organisations depuis longtemps, pour certaines. La Poste, évidemment, depuis de nombreuses années, à se doter de la bonne ambition, des bons indicateurs, d'avoir le dialogue multipartie prenante. Je pense que la manière dont on accompagne à augmenter, à améliorer son impact se fait en plusieurs étapes. Il y a les entreprises pionnières et puis il y a toutes les autres. Et cette première étape de la sensibilisation est importante. Et aujourd'hui, dans notre activité d'accompagnement, cette partie de sensibilisation, elle constitue une part importante de temps dédiée aux équipes en charge au sein des organisations, dédiée aussi aux équipes en charge non pas du développement durable, du climat, de la biodiversité, mais aussi des décisions. Donc tous les comités exécutifs aujourd'hui passent à la moulinette d'une petite formation sur le climat, d'une fresque du climat, pour au moins saisir les enjeux avant ensuite de prendre les bonnes décisions et augmenter leur impact. Donc cette première étape de sensibilisation, elle est importante. Il ne faut pas la négliger parce que, évidemment, sans vraiment prendre cette conscience, les décisions à venir et ultérieures ne sont pas à la hauteur en fait, de l'enjeu. La deuxième étape dans la manière dont on aborde les sujets aussi auprès de nos clients, c'est le sujet de la gouvernance. On peut avoir conscience des enjeux, mais sans établir une gouvernance. Alors un pilote, je ne dirais pas un pilote de l'avion, puisqu'on parle d'une transition bas carbone, on va parler d'un pilote dans le train, on va dire. Ce sera moins carboné. Mais enfin, en tout cas, il nous faut un pilote pour conduire, des pilotes, casser les silos. S'il y a trop de pilotes, faire aussi du transversal. Mais cette étape-là, elle est importante pour établir la bonne gouvernance, suivie du bon tableau de bord, des bons indicateurs. Il y a des enjeux méthodologiques importants aussi. Sur le climat, le carbone, on a énormément avancé ces dernières années. On parle le même langage, de la même unité mathématique, de la tonne. Donc toute cette comptabilité carbone se fait facilement. Sur l'approche intégrée, on œuvre collectivement. Ce n'est pas qu'un enjeu au niveau des coacts aussi pour établir des méthodologies qui puissent avoir des indicateurs plus larges que le climat, élargis au développement durable, les ODD, par exemple, sur la biodiversité, évidemment. Donc sensibilisation, tableau de bord, gouvernance, la mesure, et avec tout cet aspect méthodologique de comptabilité. L'étape comment accélérer cet impact, c'est évidemment d'avoir une stratégie de mise en œuvre. Aujourd'hui, on accompagne dans des plans de décarbonation, de réduction qui sont évalués. Donc on mesure l'impact de toutes les actions des entreprises qu'elles vont pouvoir entreprendre avec tout le tonnage d'émissions évitées, réduit jusqu'à la partie séquestrée, bien évidemment. Et sur la partie justement compensation, séquestration, aujourd'hui, on a une approche vraiment intégrée, la partie réduction, la partie ODD. Tous nos projets en matière de compensation et de séquestration sont aussi évalués à l'aune des indicateurs du développement durable. On a une méthodologie interne qui s'appelle l'EcoScore. On note nos projets. Les clients sélectionnent les projets dans lesquels ils veulent investir, dans lesquels ils veulent financer, s'engager à la hauteur justement de cette évaluation multicritère développement durable. Donc on inclut évidemment la biodiversité. Et la partie contribution écosystème naturel est très très importante. On est très engagé notamment sur la partie carbone bleu, avec des actions très spécifiques sur la partie des écosystèmes marins, les mangroves, la Posidonie en Méditerranée. On est actif à l'international, mais aussi en France. Et aussi sur des dimensions plus sociales. Alors l'accès à l'énergie, la composante communauté locale est importante, le rôle des femmes aussi dans les projets est vraiment important. Et on s'engage aussi en amont de futurs projets à développer dans la partie méthodologie. Actuellement, on va contribuer à un projet pour développer une méthodologie et un projet pilote en Guinée, parce qu'on parlait tout à l'heure de pays en zone Afrique, en Guinée sur un projet forestier où on va intégrer dans la partie comptabilité carbone aussi des indicateurs de biodiversité et mobiliser évidemment des populations locales, des communautés, c'est vraiment indispensable. Donc je parlais de la partie action volontaire.
Les entreprises pionnières l'ont compris depuis longtemps. Mais bonne nouvelle aussi, cette réglementation, elle s'accroît. Vous avez tous entendu parler de la taxonomie verte qui est rentrée en partie ce mois de janvier 2022 sur la partie climat. Il y a la partie adaptation résilience et puis à venir la partie biodiversité, écosystème marin aussi, économie circulaire. Voilà, les 6 piliers du développement durable à venir seront couvertes par cette exigence maintenant d'information qui va être consolidée dès 2023 aussi. Dès 2024 avec le reporting de 2023 à venir de la future directive sur le reporting extra-financier, donc la CSRD. Voilà. Donc tout ceci s'intègre, j'ai envie de dire, avec une exigence de reporting qui est conséquente aujourd'hui, pas simplement limitée au climat, avec de multiples informations que les entreprises se doivent de collecter. Voilà, en quelques mots. Merci beaucoup, Émilie. Vous avez parlé des ODD. Ça fait le lien avec la question que je voulais poser à Niels. En quoi les ODD, en fait, peuvent être une grille structurante qui permet justement de faire un peu système et de dépasser le sujet qui nous réunit de l'approche en silo. Je vais commencer par la base et reprendre ce qui a été dit, c'est-à-dire que ce qu'on est en train de se dire, et on le voit sur la question de la sobriété, c'est que l'entreprise doit faire face à des injonctions contradictoires permanentes. Donc la gouvernance doit gérer tous les jours des décisions qui ne sont pas articulées les unes avec les autres. Et donc le chef d'entreprise, aussi plein de bonne volonté soit-il, prend des décisions qui ne sont pas toujours articulées. Et parfois, elles sont de bonne intention. Je donne un exemple. On parlait du climat et de la biodiversité. Une entreprise va construire un très joli bâtiment haute qualité environnementale. Bravo, ça fait bas carbone, énergie positive, sauf qu'il va le construire en plein milieu de la Beauce. Donc en termes de biodiversité, c'est vraiment pas terrible. Et puis, loin de tout transport. Donc, bilan carbone, dans la réalité, c'est qu'il n'est pas bon puisqu'il faut y aller en transport personnel. Et puis, en termes de rythme de travail, égalité femmes-hommes, ça ne marche pas. Donc, on voit bien que voilà, on a pris une bonne décision d'un bâtiment, on a un joli certificat, un diplôme, etc. Et en fait, on se rend compte que c'est l'exemple même d'une très mauvaise décision. Et donc, c'est compliqué pour l'entreprise parce qu'entre ses investisseurs, son COMEX, ses salariés, ses parties prenantes, ses syndicats, ses clients, chacun évidemment raison de son point de vue, détient sa vérité et il faut s'intégrer. Alors, comment on fait et quel curseur on privilégie? Et donc, la réponse qui n'est sans doute pas miraculeuse, mais qui est quand même très pratique, ce sont les objectifs de développement durable. Pourquoi ? D'abord parce que c'est un cadre universel. Et ça, c'est important. C'est vraiment de se dire, finalement, les enjeux sont des enjeux globaux, mondiaux. Et donc, on voit bien sur la question du CO2, de la biodiversité, ça n'a pas de frontières. Donc, et pareil, on peut réduire son CO2 en France. Mais si on importe des produits faits en Chine, ça revient strictement au même. Et c'est même pire en réalité, puisque sur la production égale, un produit chinois produit 3 fois plus de CO2 qu'un produit produit en France. Donc, on voit bien que, voilà, si vous produisez dans des pays à bas coût, on a la question du social. La question de la pauvreté, puis on le voit aussi sur le Pakistan. On peut se dire, après tout, Pakistan, c'est loin, une crise au Pakistan, c'est pas très grave. Alors c'est sûr que directement pour nous, c'est pas très grave. Sauf qu'on voit bien que d'abord, le pays est ravagé, mais vraiment, il n'y a pas d'autre mot, il n'existe plus, il est rayé de la carte par le réchauffement climatique. Et que d'abord, ça va faire des réfugiés climatiques. C'est aussi un pays qui produit. C'est un pays qui va devoir importer aussi de l'alimentation et on l'a vu aussi en Ukraine et on le voit aussi que la guerre en Ukraine a des impacts en Chine. Et donc en fait l'idée des ODD, et je le fais simplement parce que je ne vais pas vous faire un exposé, c'est de se dire finalement je reprends l'exemple du climat, en fait je suis très bon, mais si je ne m'interroge pas sur l'articulation puisque les ODD sont systémiques, si je ne m'interroge pas sur les impacts de mon action là, sur le territoire donné à un instant T, sur ce que ça va produire en termes des inégalités, de lutte contre la pauvreté, de la biodiversité, en fait, je n'ai rien fait. Et parfois, je reprends l'exemple du bâtiment, qui est l'exemple d'une fausse bonne idée, puisque finalement, mon impact, si ça se trouve, sur la Beauce, je vais provoquer des inondations ou de la sécheresse parce que je vais détourner un cours d'eau. Et donc, c'est l'idée d'avoir non seulement un langage commun, une grammaire commune, une boussole en commun et une trajectoire en commun pour que chacune des décisions de l'entreprise, de la société civile, des États soit évidemment alignée. Et je dirais la difficulté n'est pas tellement pour l'entreprise de le faire parce que c'est compliqué, on ne va pas se mentir, c'est compliqué. Mais c'est comme tout processus de transformation, ça s'accompagne, etc. Et donc ça se fait.
plus ou moins dans la douleur, mais ça se fait. La difficulté, c'est comment on articule finalement cet agenda à l'échelle d'un territoire, quel qu'il soit, le territoire local, le territoire national, européen, etc. Et c'est là où c'est compliqué, puisque les enjeux et les priorités de la France, on le voit sur la taxonomie, sur la question du gaz, du nucléaire, ne sont pas les enjeux de l'Allemagne, qui ne sont pas les enjeux de l'Espagne, etc. Et il y a un moment, le problème, c'est qu'il va bien falloir y arriver de cet agenda. Il va bien falloir réduire le CO2, la biodiversité, on en a parlé, la lutte contre les inégalités est un combat. Or, quand on regarde les atteintes, la mise en œuvre plus exactement des ODD au niveau mondial, on régresse. Et la France régresse. Alors, on reste dans le top 10, on peut s'en enorgueillir, mais la France régresse. Et donc, ça doit nous poser la question collective d'un agenda. Et je sais que c'est parfois un gros mot parce que c'est un agenda politique. Mais qu'est-ce que veut dire un agenda politique? C'est un agenda qui unit. Alors, en anglais, c'est plus chic, les people. Alors, en français, c'est le peuple. Ça fait un peu démagogique. Voilà. Mais c'est un agenda qui est créé pour le peuple, par le peuple, avec le peuple. Donc en fait, avec les gens, les citoyens, voilà, c'est sans doute les humains, on va prendre ça comme ça. Et donc c'est un agenda collectif qui nous oblige, tout un chacun, à arbitrer en permanence par rapport à des objectifs. Alors le réchauffement climatique, on s'en rend plus ou moins compte, plus que moins, mais un certain nombre d'enjeux, et je pense en particulier aux pays africains, le réchauffement climatique, ils le subissent, mais ils ne l'ont pas provoqué. Et pourtant, dans les chaînes d'approvisionnement, on parlait du café, tout d'un coup, ils se retrouvent à devoir supporter des conséquences qui ne sont pas les leurs. Et c'est ça la difficulté de cet agenda, mais en même temps, ça nous oblige à avoir une vision commune de la société de demain, qui est à la fois ambitieuse et pas tant que ça, en fait. Elle est ambitieuse parce que les objectifs à atteindre sont ambitieux, mais qui ne sont pas tant ambitieux tant que ça, puisque c'est jamais que de réduire la pauvreté, réduire les inégalités, réduire les impacts du changement climatique et faire juste en sorte que nous, espèces humaines, et je rappelle que nous sommes une espèce et donc mortelle, à tous les sens du terme, et que nous, espèces humaines, soyons en capacité de vivre dans une planète à échéance 2030, c'est-à-dire dans 8 ans. Merci, merci Nils. Ça parlait de demain. Du coup, je vous invite avant qu'on puisse échanger avec la salle, peut-être un exercice de projection autour d'une question qui est très chère à l'organisation que je viens de rejoindre, la question de la sobriété. Est-ce que la sobriété dont de plus en plus d'acteurs parlent est une façon de créer du commun et de justement permettre, par rapport à ce que Nils, tu viens de dire, le compte n'y est pas, on n'est pas au rendez-vous. Est-ce que cet exercice contraint de sobriété ne va pas être l'occasion en fait de créer du commun et d'essayer de se mettre dans une action qui mobilise tous les acteurs. Antoine Doussin, à La Poste, comment vous vous organisez autour de cette question? Est-ce que vous avez un plan de sobriété? Est-ce que ça peut être un objectif de rassembler encore plus? Comment vous imaginez? On est dans un exercice un peu de projection pour l'instant. On est rentré dans une séquence exceptionnelle à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de l'hiver. Et effectivement, toutes les entreprises, en France en tout cas, et en Europe aussi, puisqu'on a nos filiales qui nous parlent un petit peu, ils disent que le mouvement est général, travaillent sur un plan de sobriété sur les 6 prochains mois. Alors nous, forcément, c'est le prolongement, c'est l'intensification, c'est l'accélération de tout ce qu'on a pu faire sur la maîtrise de nos consommations énergétiques et le mix énergétique qui participe à la décarbonation, donc au climat. Donc, pour nous, on est en départ lancé. Mais c'est vrai que je faisais la réflexion, et puis on en a parlé. Il n'y aura pas, et c'est comme ça qu'on travaille ce plan de sobriété énergétique sur nos bâtiments particulièrement, avec des mesures fortes. Alors, le gouvernement a mis la barre à 19 degrés sur le tertiaire. On va mettre 19 degrés sur le tertiaire, mais je ne sais pas si vous avez déjà travaillé toute une journée assis à 19 degrés. Ça va être compliqué. Enfin, c'est un effort. Donc, notre conviction, c'est que parce que ça va s'intensifier, parce qu'on va demander à nos collaborateurs de contribuer, aussi par des gestes qui peuvent être perturbants, des éco-gestes. Il n'y aura pas, et c'est un peu l'enseignement, c'est un peu ce qui nous est imposé depuis le mouvement des Gilets jaunes, il n'y aura pas de verre sans social. Alors,
Là, c'est vrai que la sobriété, elle est plus dictée par le coût de l'énergie et la rareté de l'énergie et les risques de rupture. Donc le verre n'est qu'une incidence, hein. La décarbonation n'est que un élément indirect. Mais il n'y aura pas de sobriété sans accompagnement social. Et donc nous, notre plan de sobriété, clairement, tout de suite, on a pris. Enfin, c'est moi qui travaille sur le plan de sobriété énergétique puisque je suis monsieur énergie décarbonation du groupe, et donc je pilote un peu cet ensemble avec toute la complexité qu'on a dressée. Mais tout de suite, on a intégré la DRH sur l'accompagnement des collaborateurs, le dialogue social avec nos organisations professionnelles. C'est indispensable. Donc, on ne peut plus marcher sur un pied vert sans ensuite marcher sur le pied social, quoi. Les deux sont absolument liés. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis obligée de vous inviter à conclure presque en quelques mots. Émilie, peut-être nous dire un peu comment vous accompagnez les entreprises. En 2 mots pour permettre peut-être à certains de poser des questions. Effectivement, malheureusement, voilà, c'est un impact positif que le sujet soit à l'actualité pour vraiment accélérer la prise de conscience. Je vous avoue, quand on parlait de sobriété il y a quelques temps, dans des réunions de restitution à des COMEX, de réduction de consommation, on avait des grands yeux ouverts en disant ils sont complètement fous. Voilà. Aujourd'hui, on a un auditoire au sein des organisations qu'on accompagne beaucoup plus réceptif sur ce sujet. Voilà, le point positif, c'est qu'on comprend que la sobriété, ça va être un levier majeur de notre transition, couplé avec une plus grande efficacité. Alors, si on parle de l'énergie, on parle d'efficacité énergétique, et couplé aussi avec la substitution, qui est le 3e levier de cette transition, substitution des énergies. Alors, on parle de décarbonation, passer aux énergies renouvelables et arrêter les énergies fossiles. Donc ça, c'est déjà un point positif d'avoir une meilleure compréhension, enfin un début de compréhension de ce sujet. Juste en 2 mots, je pense que les 2 grands enjeux pour nous dans l'accompagnement qu'on a sur ces stratégies et sur la partie sobriété, c'est faire en sorte que on n'est pas sur une sobriété conjoncturelle, hein, on est vraiment sur des plans de transition. Qui dit transition dit évidemment un horizon de temps élevé. Donc nous, on agit sur une sobriété structurelle. Et l'objectif, c'est pas juste de passer l'hiver prochain, c'est vraiment de réduire et de s'engager sur du long terme. 2e enjeu, me semble-t-il, c'est vraiment d'avoir aussi une sobriété qui soit le plus anticipée et choisie, plutôt que subie. Effectivement, si le gouvernement prend des décisions, les organisations s'alignent et se mettent en conformité. Mais là encore, la sobriété, elle peut être engagée de manière choisie et stratégique. Et nous, on accompagne sur des plans de réduction d'émissions avec un certain nombre d'actions, à la fois dans le transport, à la fois aussi dans l'évaluation des risques en amont, dans les chaînes de valeur, d'approvisionnement. Voilà. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail pour être plus brève, mais je pense que c'est vraiment ces 2 enjeux, qu'elle soit structurelle, cette sobriété, et qu'elle soit anticipée. Voilà, merci. Merci Nils à ce sujet. Ouais. Un mot rapide pour avoir le temps de prendre les questions de la salle. Ce sera 2 mots. On est la seule génération à subir les conséquences directes de nos actions. Ce n'est pas dans 100 ans, c'est maintenant. Et donc ça, il faut en prendre en compte. Et malheureusement, on le subit de manière irréversible. Et ça, il faut l'avoir en tête, c'est irréversible. Et ce que je dis là, c'est qu'on est en train de vivre un changement radical de modèle de société, là, à l'instant, tout de suite, qui présuppose de prendre des décisions pour notre propre survie et d'avoir en tête que l'économie est un moyen et n'est pas une fin. Et tant qu'on n'aura pas changé ce modèle-là économique qui s'auto-alimente, on n'y arrivera pas. Est-ce que vous auriez des questions dans le peu de temps qu'il nous reste? Merci beaucoup à tous les intervenants. Je peux passer mon micro. Je vous invite à vous présenter, à vous dire à qui la question est adressée pour qu'on fasse au mieux. Bonjour, donc Florian Dramas, groupe Bell. On a parlé de notre impact en termes de recyclabilité et on est recyclable. Et notre communication, nous, groupe Bell, et puis, tel que je l'ai entendu, et autour aussi du recyclage, et est-on recyclable ou pas? Allez-vous passer bientôt à une communication autour du recyclé, c'est-à-dire, suis-je vraiment recyclé? Parce que je peux être recyclable et pas recyclé, et donc l'impact, il se mesure vraiment à la fin de la chaîne. Est-ce que vraiment j'ai été recyclé? Et les industries ont beaucoup communiqué autour de « je suis recyclable ».
va-t-on passer à l'étape d'après? Suis-je recyclé? J'imagine que c'est pour moi, du coup, la question? Ouais. Je suis 100% d'accord avec vous, déjà. Et justement, en fait, ça, c'est tout ce qu'on a mis en place sur les filières de recyclage, qu'on a créé, en fait, parce qu'elles n'existaient pas. Et vraiment, le but pour Nespresso, c'était que ça soit recyclé au bout, et pas juste, effectivement, voilà, on met des points de collecte et super, voilà. Donc ça a été vraiment ce qui a drivé notre stratégie. On a beaucoup investi sur ces filières et on les a même élargies puisque on a déployé aussi, alors peut-être que vous le connaissez, mais le projet métal, qui permet aux citoyens de mettre tous les métaux, tous les petits métaux qui n'étaient pas recyclés, pour le coup. Donc il y a vraiment je suis vraiment tout à fait d'accord avec vous. On a pour moi cette responsabilité, et c'est ce qu'on a fait, de mettre en place les filières jusqu'au bout. Et pour vous le dire, typiquement là, on sait que ces filières-là, alors pour les techniciens, désolé, ceux qui ne le sont pas, mais ça doit être traité par pyrolyse. Malheureusement, les filières de pyrolyse sont actuellement en Allemagne et pas en France. Donc typiquement, c'est des enjeux qu'on a en tête, on travaille avec les pouvoirs publics, on travaille avec les éco-organismes, etc. C'est pas une question qui est simple. Ça demande aussi, justement, on parlait des silos, de toutes ces parties prenantes, etc. Entre guillemets, on n'est que Nespresso. On a une responsabilité, on la prend, on investit énormément, on met des ressources, que ce soit humaines ou financières. Mais pour moi, ça fait partie de notre responsabilité pour qu'au bout, effectivement, ça soit recyclé. Et de toute manière, voilà, c'est le but qu'on partage avec Citeo aussi, par exemple. Ça fait 30 ans qu'ils travaillent dessus, on n'est toujours pas à 100% des emballages, mais complètement d'accord, et c'est bien le but de nos actions. Et voilà. Je prends une deuxième question, et je pense qu'on va devoir s'arrêter là, vu le temps. Bonjour, David Laurent, Entreprise pour l'environnement. Une question pour la personne qui aura envie de l'apprendre, sur justement comment est-ce qu'on approche ces différents silos. Certaines personnes ont coutume de dire que le climat, ça a été finalement le cheval de Troie de la biodiversité, quand on a commencé à prendre ce sujet. Maintenant, voilà, si on considère, on a 17 ODD, est-ce que vous diriez que les inégalités pourraient être le cheval de Troie de l'environnement ? Et à qui est destinée la question? C'est à qui veut. Moi, je veux bien donner un premier élément de réponse, mais je ne suis pas sûr d'être pile-poil sur la réponse attendue. Mais on l'a vu sur la biodiversité, par exemple, avec une grande difficulté de mesurer. Pour une entreprise, ce qui ne se mesure pas n'existe pas. Et donc, je pense que l'explication du fait que les entreprises, que le climat s'est imposé, c'est parce que, comme tu le disais, assez rapidement, on a convergé vers une mesure, vers une robustesse de la mesure, vers une unité d'œuvre. Et donc, ça se mesure, ça existe. Et ça existe, c'est sur la table, et il faut bien en faire quelque chose. Donc, premier élément de réponse, quoi. Alors, effectivement, et je suis complètement d'accord avec vous, avec toi, parce qu'on se connaît. Oui, derrière le climat, dans la roue, la biodiversité, elle est en train de prendre beaucoup de place, en tout cas chez nous, clairement. Je crois que la force des ODD, c'est qu'en fait, tout est un cheval de Troie. Chacun voit midi à sa porte, pour le dire simplement. Chacun fait un combat d'un sujet et donc fait de ce sujet le cheval de Troie des restes. Donc le climat, on l'a parlé en entreprise. Les inégalités pour l'entreprise, c'est compliqué parce que ce n'est pas forcément sa mission, même si elle le subit ou elle a des réponses. Mais en fait, sur les ODD, chacun peut trouver, parce que les océans peut être un cheval de Troie pour plein d'autres sujets aussi. Donc je crois qu'il appartient à chacun de se les approprier, en fait, tout simplement. Alors moi, je suis désolée, j'ai un rôle extrêmement frustrant, c'est de devoir clore cet échange passionnant. Je vous invite à le prolonger de façon informelle. Merci à tous.